Haruna Ilboudo conserve le maillot jaune et remporte ainsi la victoire du 29e tour cycliste du Faso. L'Algérien Azzedine Lagab lui remporte la victoire de l'étape de ce matin. Nous aurons l'arrivée dans ce journal. Le premier prix du président du Faso au CAO 2016 revient au Niger. La nuit des artisans a récompensé les meilleurs artisans et magnifié l'artisanat africain. Le 14e CAO a refermé ses portes hier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, le 29e tour cycliste du Faso a pris fin ce matin avec la victoire de Haruna Ilboudo, maillot jaune du Tour du Faso. C'est à l'issue de la dernière étape Korsimoro-Ouagadougou, longue de 110 km, une étape remportée par l'Algérien Azzedine Lagab qui devance ainsi au sprint l'Ivoirien Karamoko Bamba et le Néerlandais Florian Smith. Cette dernière étape a été parcourue en 2h32 minutes 4 secondes, soit une vitesse moyenne de 43,648 km/h. Suivons l'ambiance de cette arrivée ce matin sur l'avenue de l'Indépendance à Ouagadougou. Bien sûr, la ligne d'arrivée, le sprinter lance un peu de 150 mètres et ça sera Nassim Saïdi. C'est le plus fort de trois. Nassim Saïdi, le plus fort de trois, qui va donc arracher la victoire d'étape ici à Ouagadougou. La deuxième victoire pour l'Algérie sur ce Tour du Faso. Et puis un autre Irlandais va passer en 4e position. Le peloton maillot jaune va enfin arriver. Et oui, mesdames et messieurs, l'information majeure de ce matin, c'est que le maillot jaune va rester sur les épaules de Haruna Ilboudo à l'issue de cette étape. Et c'est l'information majeure que nous avons ici pour vous, le Burkina Faso. La seconde, Khalifa Ouattara, la seconde a été conservée. C'est également fini pour le CAO 2016. 2700 exposants, 310 acheteurs professionnels, plus de 700 journalistes accrédités, 32 pays participants. C'est donc le 14e CAO en chiffres. Le bilan à chaud de cette édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou a refermé ses portes hier soir. Une fin en apothéose avec la nuit des artisans qui a récompensé les meilleurs artisans et magnifier l'artisanat africain. Tanga Kafando nous fait revivre quelques meilleurs moments de ce gala de clôture. Une soirée pour magnifier l'artisanat africain. La nuit des artisans méritants, et c'est le Niger qui remporte le plus gros lot, le premier prix du président de la République. Je remercie d'abord le bon Dieu qui nous a vraiment permis d'avoir ce prix. Le stand d'abord est composé des produits artisanaux, faits main, et le tissage et les produits de la maroquinerie, les produits de bronze, tout est dans le stand, ceux qui ont pu visiter le stand. Cette soirée était également l'occasion de tirer un bilan de cette édition du CAO avant la clôture. Nous avons reçu près de 2800 exposants. Et les journalistes qui sont venus à travers le monde, on a accrédité 744 badges pour ces journalistes. Il y a aussi eu 310 visiteurs et acheteurs professionnels. Donc c'est pour dire que les visiteurs, autour de 250 000, c'est un chiffre important et nous nous en réjouissons. Bilan satisfaisant. Côté participation, et mention spéciale a été faite aux forces de l'ordre et de sécurité qui ont relevé le défi dans un contexte sécuritaire particulier. Les visiteurs, les exposants, effectivement, étaient en sécurité totale et je crois que c'était à leur bonheur. Et notre souhait, effectivement, c'était que cette édition se tienne sans qu'il n'y ait de heurts. Et c'est ce qui s'est passé. La même mention a été faite au Ghana, pays invité d'honneur, qui n'a pas fait de la figuration. Rendez-vous a été donné aux artisans du 26 octobre au 4 novembre 2018 pour la 15e édition. Le CAO est sans aucun doute un rendez-vous d'affaires et artisans et commerçants font des pieds et des mains pour profiter de cette biennale de l'artisanat africain. Un nombre d'entre eux n'hésitent pas à s'installer pour diverses raisons aux alentours du site d'exposition du CAO, créant ainsi un marché
parallèle. Le constat avec Paul-David Bambara et Omar Zombri. Au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO, il y a les exposants officiels, c'est-à-dire ceux qu'on attendait à cette fête, mais il y a aussi ceux-là qu'on n'attendait pas forcément, mais qui se sont eux-mêmes invités. Tinto Amidou fait partie de ce groupe de marchands et artisans qui ont flairé la bonne occasion dès les premières heures de ce SIAO 2016. On est ici à l'occasion du SIAO. En tout cas, on ne se plaint pas, mais dès là, il n'y a pas marché pour le moment. En tout cas, on est ici jusqu'à 22h, 23h souvent, mais il n'y a pas marché. C'est rare. Nous aussi, on attend les derniers jours pour voir. D'ici demain, peut-être ça va changer. Comme il y a chaud, on a dit qu'on va venir voir ça là, si ça va marcher un peu. Bon, marcher là, bon, ça n'y a pas marché beaucoup, c'est un peu. À la question de savoir pourquoi ils sont tous dehors au lieu d'être dans l'enceinte du SIAO avec les autres exposants, ces commerçants semblent avoir le même refrain. On n'a pas de moyens pour prendre les stands, c'est pour ça qu'on est dehors aussi pour essayer de vendre. Les hangars sont un peu serres, les conditions aussi c'est pas facile. Pour avoir un hangar là même, c'est pas facile. Donc c'est pour ça qu'on a préféré de rester ici pour se débrouiller un peu. Vendeurs pour certains et revendeurs pour d'autres, les abords du SIAO sont devenus un véritable marché parallèle. On y trouve des jouets pour enfants, des pagnes ou encore des tickets d'entrée. Un commerce pas forcément apprécié, donnant souvent lieu à des interventions de la police. En vrai dire, cette année-là, en tout cas, il n'y a pas de clients comme cela. Le marché, ça ne va pas. En plus, les policiers là, nous dérangent beaucoup. On nous dérange, ils viennent nous chasser. Souvent on ramasse, souvent on laisse. Ça nous dérange un peu, mais ça va. C'est son travail. Ils ont raison, nous aussi, nous on a mangé, c'est un peu. En tout cas, ces commerçants savent qu'ils font de la concurrence déloyale à ceux qui tiennent des stands officiels. Même s'ils trouvent le marché lent à leur niveau, ils tiennent néanmoins à rester jusqu'à la fin du SIAO, histoire d'avoir leur part du gâteau, aussi petite soit-elle. Autre point de l'actualité, c'est la ville de Gawa qui va abriter la célébration nationale de la fête de l'indépendance en 2017. Le comité national d'organisation a mis en place les commissions et les sous-commissions ce vendredi. La mission assignée aux membres mettre en priorité le succès de la fête nationale. C'est dans 2 mois que le flambeau du 11 décembre sera transmis à la région du Sud-Ouest, Oumarou Sagnon et Draman Kabouri. La machine d'exécution et de pilotage des activités du 11 décembre à Gawa est en marche. À moins de 2 mois de la remise du flambeau pour permettre le démarrage des travaux et les investissements de la fête nationale à Gawa, le comité d'organisation fait déjà la mise en place des commissions et sous-commissions. Nous nous sommes rencontrés pour présenter une proposition de nomination des différents responsables à la tête des différentes commissions qui doivent conduire, réfléchir et soutenir la préparation du 11 décembre. Le projet a été présenté, il y a eu des observations et nous avons pris en compte ces observations pour nous retrouver encore dans 2 semaines pour finaliser, arrêter définitivement les différents responsables et les membres des différentes commissions. Les priorités de ces commissions et sous-commissions seront définies dans les jours à venir. Chaque commission a des tâches, des missions. Chaque commission va s'approprier les termes de référence de sa commission et se conformer donc à l'exécution des tâches et missions pour qu'au bout du compte, nous puissions réussir la mission qui est d'organiser le 11 décembre avec succès à Gawa. Coordination de mouvements et associations religieuses et coutumières, membres de la société civile, acteurs et partenaires au développement du Sud-Ouest, tous doivent se mobiliser pour la réussite des festivités du 11 décembre 2017 à Gawa, dixit le gouverneur du Sud-Ouest. À Gawa, l'École nationale supérieure d'ingénieurs ouvre ses portes au public, à Fadan Gourmand plutôt, une opération de séduction pour mieux faire connaître cette université qui a formé de nombreux cadres de la sous-région pour le secteur minier et en génie civil depuis son ouverture en 2010. Des journées portes ouvertes qui mettent en exergue la formation en ingénierie comme opportunité pour les stagiaires dans l'entreprise Désiré Ilboudo, Rasmata Ouedraogo et Mamadi Ouedraogo. Embryon du pôle universitaire de l'Est,
l'École nationale supérieure des ingénieurs de Fada ouvre ses portes au public burkinabé sous le thème « Formation en ingénierie, opportunités pour le stagiaire dans l'entreprise ». Objectif, mieux vulgariser et promouvoir les centres d'excellence de formation au plan régional. Du point de vue formation, le bilan est assez positif. D'abord, on n'a pas tous les moyens, mais c'est ce qui est en train de se construire et tout ça. Donc le défi, c'est d'atteindre l'excellence en tant que structure de formation. Le centre universitaire polytechnique de Fada sera transformé bientôt en université polytechnique de Fada. Il répond à la vision du président du FASO qui est à terme d'avoir des institutions universitaires dans les 13 régions du Burkina Faso. Le ministre Filga Michel Sawadgo et sa délégation ont également visité le chantier de l'université de Fada-Ngourma en construction. Des infrastructures composées d'un édifice de R+2 et d'un restaurant universitaire de 600 places avec un taux d'exécution presque à terme. L'entreprise a commis beaucoup de retard par rapport au délai initial. Ces difficultés même nous ont amené à résilier le contrat du premier entrepreneur. Nous avons reçu du gouvernement les moyens nécessaires actuellement pour terminer les travaux. Depuis son ouverture en 2010, l'École nationale supérieure des ingénieurs de Fada a déjà formé plus d'1 millier d'étudiants, dont 600 sur le marché de l'emploi, avec des licences ou des masters. À Ouagadougou pour une journée d'engagement pour l'éducation environnementale avec pour objectif agir pour faire du développement durable une réalité au Burkina Faso. L'événement s'est tenu du 4 au 5 novembre au programme de cette première édition communication, échange et plénière. Amadou Ilboudo, Adama Koulibaly. Identifier un plan stratégique pour accompagner l'État dans l'atteinte du développement durable, c'est la mission que s'est assignée l'association Afrique Air en organisant cette journée d'engagement pour l'éducation environnementale au Burkina Faso. Pour la première édition, un atelier sur les enjeux du développement durable et une plénière sur la stratégie nationale d'éducation environnementale sont au programme. Et pour ces 2 jours, nous allons réfléchir ensemble également sur la stratégie de mobilisation de la ressource humaine et financière parce que nous savons que c'est très important pour la mise en œuvre de nos activités. Alors c'est agir en synergie pour pouvoir relever le défi, accompagner notre gouvernement. Éducation environnementale, l'outil de développement durable pour les générations présentes et futures, c'est sous ce thème que se tient cette journée. Les multiples actions que cette association mène en faveur de la préservation de l'environnement, en faveur de l'éducation environnementale, rentrent en droite ligne de la lettre de mission du ministère en charge de l'environnement, pour ne pas dire son Excellence, Nessor Bassio-Bassière, ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique. L'association Afrique Air a vu le jour en 2013. À l'occasion de cette journée pour l'éducation environnementale, la structure a fait don de 100 poubelles à l'arrondissement 6 de Ouagadougou. L'Harmattan, lui, est encore là avec son lot de maladies respiratoires. Comment chacun s'y prend pour se protéger? Nous avons promené notre caméra dans les quartiers et rues de Ouagadougou, suivant le reportage de Konsoun Koulibaly et Maïmouna Traoré. Ouagadougou, enveloppé dans une suspension poussiéreuse. L'Harmattan commence à souffler sur la capitale. À certains endroits, les usagers de la route sont contraints de braver des nuages de poussière qui s'élèvent à chaque passage du vent, d'un tourbillon ou tout simplement d'un véhicule. L'Harmattan s'installe progressivement avec son lot de maladies, surtout respiratoires. Il y a trop de poussière et de vent. Un vent sec et agressif, dangereux pour notre santé. La poussière qu'on consomme là, c'est dangereux. Je suis enrhumé et j'ai la toux. Et ça m'amène où? Certains Ouagalais anticipent en se protégeant avec leurs moyens de bord. Il y a vraiment trop de poussière. Voilà pourquoi je me suis bien protégée. Pour éviter les maladies telles que le rhume et l'angine et autres. Les autres mesures qu'on prend, c'était les anciennes mesures que nous utilisons dans les familles. C'est le beurre du karité et puis les petits pommages que nous utilisons pour bérer nos narines pour pouvoir respirer. Même ceux qui ne se sont pas protégés sont conscients des risques qu'ils courent en respirant cette fine poussière. Pour le moment, on n'a pas prévu quelque chose, mais il faut prévoir quelque chose en tout cas. Il y a les cassinets qu'il faut prévoir aussi. Beurre de karité, en tout cas, c'est meilleur. Ça protège beaucoup.
Tous les moyens sont bons pour se prémunir des maladies et d'autres, à l'image de cette mère de famille, disent arroser quotidiennement la devanture de leurs concessions et les alentours de leur lieu de travail. Direction Bobo-Dioulasso à présent pour un atelier sur la gestion durable des terres organisé par deux partenaires au développement du Burkina. Les échanges se sont menés autour des résultats d'une étude menée sur la gestion du foncier. Des précisions avec Hassan Gourabou et Ali Traoré. Le Burkina Faso est confronté à une dégradation continue de ses sols. Pour faire face à ce problème, un projet a été initié par l'IAS et le GRAF. Ces deux structures entreprennent des actions depuis un certain temps pour améliorer les sols. Et mieux, une étude est effectuée à cet effet. Depuis les années 90 déjà, le gouvernement et les différents projets ont fait l'effort de transférer au niveau des producteurs beaucoup de technologies de gestion durable des terres. Mais malheureusement, pendant la durée de vie des projets, le taux d'adoption est très appréciable. Mais quelques années après la fin des projets, les résultats sont médiocres. Il y a beaucoup de problèmes liés à la bonne gestion durable des terres, mais c'est aussi lié à des facteurs du mode d'accès. Par exemple, c'est difficile pour certains groupes et certaines personnes d'accéder au foncier. Et aussi, c'est beaucoup lié au climat. Les résultats de cette étude font donc l'objet de cet atelier de Bobo-Dioulasso. Durant 48 heures, les participants vont partager leur expérience en matière de gestion durable des terres. La problématique du sol de la terre est fondamentale quand on parle de la productivité et de la sécurité alimentaire. Alors, donc vous avez du point de vue agronomique, mais aussi du point de vue tenue. Voilà, c'est-à-dire la tenue, c'est-à-dire la gestion, donc la dynamique de gestion de conflits, voilà, somme toute qui agissent sur la production. Au terme de cet atelier, les participants espèrent aboutir à des conclusions qui vont permettre de mieux gérer les sols. Le mot de culture de ce journal, Un président au maquis, c'est le titre du long métrage du réalisateur français Laurent Gossou-Deboise, sorti le 3 novembre à Ouagadougou. Le film parle de la difficulté des hommes de pouvoir de concilier responsabilité et loisirs personnels. Consonne Koulibaly Bouma Ernest Nebi. Mais qu'est-ce qui lui prend? C'est parce qu'on perd? Il est bizarre. Il sent un parfum de riche, il ne sait plus rien faire et il pleure en proie des oignons. L'histoire se déroule dans un pays ouest africain. Le président, un fan de football, décide de se faire remplacer à une cérémonie diplomatique par son sosie, un chéram de maquis, afin de pouvoir suivre dans son palais la finale d'un match de football. La femme du sosie le réclame sur le champ sous peine de divorce. Situation donc oblige, le président doit se transformer en gérant de maquis pour éviter le scandale. C'est le résumé du tout premier long métrage du réalisateur Laurent Gossou-Deboise, un film intitulé Un président dans un maquis. L'idée de faire un président au maquis, c'est l'idée de faire des films événements, c'est-à-dire des films qui veuillent un peu dire quelque chose, même si c'est de la comédie, même si c'est du cinéma, même si c'est du suspense. Pour le français Laurent Deboise et son co-réalisateur burkinabé Hilaire Tombiano, l'idée du film est de montrer au public les difficultés qu'ont les présidents à pouvoir concilier leurs loisirs personnels et leurs responsabilités d'hommes d'État. Selon nous, un président doit être à l'écoute de son peuple déjà et aller vers son peuple. Est-ce que nos chefs d'État, qui sont souvent au pouvoir ou dans des palais présidentiels depuis des décennies, est-ce qu'ils sont encore capables de vivre comme nous? Ça c'est quoi ça? C'est du faux sauter? Je sais bien que c'est du faux sauter, mais c'est pas ton faux sauter ça. Quand on nous a promis 2 billets pour un faux sauter de Madou. Le film sera projeté dans les salles de cinéma d'ici et d'ailleurs et à la prochaine édition du FESPACO. Actualité à l'étranger, nous allons aux États-Unis avec cet agenda de marathonien pour les candidats à la présidentielle américaine pour ce dernier virage, avec de nouvelles dates rajoutées à la dernière minute dans leur calendrier. Hillary Clinton veut faire bouger les indécis en jouant la carte de l'amour, avec toujours le soutien des stars américaines. Donald Trump, lui, essuie quelques sueurs froides pour cause de mouvements de panique dans la foule lors de son dernier meeting à Renault.
Confusion lors d'un meeting de Donald Trump à Reno dans le Nevada. Un mouvement de panique dans la foule a conduit à l'évacuation du candidat républicain par les services secrets. Une rumeur faisait état d'un homme armé parmi les spectateurs. Le milliardaire a été mis à l'abri pendant quelques minutes avant de réapparaître sur scène. Personne n'a dit que ce serait facile pour nous, a déclaré Donald Trump à son retour. Mais rien ne nous arrêtera, a-t-il ajouté. Un homme a été escorté par les services secrets. Aucune arme n'a été retrouvée sur lui. Pendant ce temps-là, Hillary Clinton était à Philadelphie, en Pennsylvanie. Après Beyoncé et Jay-Z, c'est Katy Perry qui a donné de la voix pour la candidate démocrate. Hillary Clinton a exhorté la foule à aller voter avant de conclure sur un jeu de mots. Prouvons que l'amour triomphe de la haine, a-t-elle dit. Let's prove that love trumps hate. Les deux candidats ont ajouté de nouveaux meetings à leur agenda de marathoniens pour que leur campagne s'achève sans aucune fausse note d'ici mardi. Le Michigan, la Caroline du Nord ou le Nevada font partie des États que les prétendants à la Maison-Blanche tenteront à tout prix de séduire. Au Danemark, la police est à la recherche du mari d'une Syrienne retrouvée morte dans un congélateur avec 2 enfants. La victime est une réfugiée de 27 ans. Les corps d'une réfugiée syrienne de 27 ans et de ses 2 filles de 7 et 9 ans ont été découverts ce dimanche au Danemark dans un congélateur. Elle résidait dans cet appartement d'Abenra, dans le sud du pays. La police a lancé une chasse à l'homme pour retrouver le mari de la victime et père des 2 enfants. La famille était arrivée au Danemark en 2015 et avait obtenu le statut de réfugié. On s'arrête ici pour l'actualité de la mi-journée sur la télévision de Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Toute l'équipe de 13h se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée dominicale à tous et à toutes.